Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de changement d'état. Nous sommes en physique dans le chapitre 5 qui s'appelle Transformation physique et dans ce chapitre-là, nous allons commencer par parler des changements d'état. On va tout de suite commencer par l'organisation de la matière. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une transformation physique? Eh bien, à la différence d'une transformation chimique où il y a conservation des éléments mais pas des molécules, des espèces chimiques, dans une transformation physique, il y a juste un réagencement des molécules et donc une conservation des espèces chimiques. Et les changements d'état sont un exemple parfait des transformations physiques, puisque lorsqu'on passe par exemple de l'eau solide à l'eau liquide, eh bien avant on a de l'eau et après on a de l'eau. On a conservé l'espèce chimique qui se transforme. Alors vous avez déjà vu ces différentes transformations les années précédentes, je vous les rappelle ici puisqu'il faut les connaître par cœur. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion et la transformation inverse s'appelle la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation et la transformation inverse est la condensation liquide ou la liquéfaction. Attention, la vaporisation est le nom de la transformation, l'ébullition et l'évaporation sont toutes les deux des vaporisations. Enfin, le passage de l'état solide à gazeux s'appelle la sublimation et la transformation inverse, c'est la condensation solide. Il faut comprendre que lors de ces transformations physiques, il n'y a qu'une simple réorganisation des molécules. Si on essaye de regarder un petit peu l'organisation de la matière d'un point de vue microscopique, on voit qu'à l'état solide, les molécules sont toutes alignées, très serrées, bien ordonnées, très compactes les unes à côté des autres. Alors qu'à l'état liquide, elles sont toujours serrées, compactes, mais un petit peu moins et surtout elles sont très désordonnées et commencent à s'agiter. Et pour finir, à l'état gazeux, on a des molécules qui sont désordonnées, très agitées et très espacées. Finalement, une transformation physique, c'est passer d'une organisation à une autre. Il y a quelque chose de très important qui se passe lors d'une transformation physique, c'est que la température évolue d'une façon particulière. Dans un premier temps, soit elle augmente, soit elle diminue, mais lorsqu'on arrive au moment où les deux espèces coexistent, c'est-à-dire où le solide se transforme en liquide ou le liquide se transforme en gaz, à ce moment-là, pendant toute la durée de la transformation, on a un palier de température. C'est cette fameuse donnée physique, cette caractéristique qui permet d'identifier les espèces chimiques, ce sont les températures de changement d'état. Donc si on trace un diagramme de l'évolution de la température en fonction du temps, on peut repérer toujours trois parties. En prenant par exemple ici le passage de l'état solide à l'état liquide, une partie où la température augmente, on est donc à l'état solide. Le palier de température, on a les deux phases, solide et liquide. Et enfin, lorsque tout le solide s'est transformé en liquide, eh bien la température peut continuer d'augmenter. Voyons maintenant l'aspect énergétique de ces transformations. Il faut comprendre que la monnaie d'échange en physique et en chimie, c'est l'énergie. Les transformations ou les mouvements ou n'importe quoi ne se fait pas de façon gratuite et spontanée. Il y a forcément un échange et ce qui est échangé, c'est l'énergie. Je rappelle que l'énergie s'exprime en joules. L'énergie existe sous différents types. Il peut y avoir de l'énergie calorifique, il peut y avoir de l'énergie cinétique, il peut y avoir de l'énergie potentielle, de l'énergie mécanique, de l'énergie nucléaire, de l'énergie chimique. Et d'une façon particulière, lors des changements d'état, c'est l'énergie calorifique qui est échangée. Et dans ce cas, l'énergie calorifique porte le nom de chaleur et se note Q majuscule. Donc, lors des changements d'état, la grandeur échangée, c'est la chaleur qui se note Q et s'exprime en joules. On peut prendre en compte deux types de transformations. Soit des transformations qui vont libérer de la chaleur. À ce moment-là, on parlera de transformation exothermique et dans ce cas-là, le signe de la chaleur sera négatif. Et dans l'autre sens, une transformation chimique qui va absorber de la chaleur va être dite endothermique. Et dans ce cas-là, le signe de la chaleur sera positif. Comment se rappeler le signe de la chaleur lors des différents types de transformations? Eh bien, il faut imaginer le système et se mettre à sa place. Si le système chimique perd de la chaleur, ça veut dire que l'énergie sort du système et donc on est en train de perdre de l'énergie. À ce moment-là, à la place du système, on sent bien que c'est négatif. Tout sort. C'est le cas des transformations exothermiques. Ça va à l'extérieur du système. A l'inverse, lors d'une transformation endothermique, lorsque le système récupère de la chaleur, de son point de vue, la chaleur est positive puisqu'il est en train d'augmenter son énergie calorifique. D'une manière générale, toutes les transformations qui vont aller vers une organisation plus importante du système, comme par exemple passer de l'état liquide à solide ou gazeux à liquide, eh bien ce sont des transformations exothermiques.
l'agitation diminue, la température du système diminue, donc la chaleur sort du système. A l'inverse, toutes les transformations qui vont aller dans le sens de la désorganisation du système vont devoir obtenir de l'énergie pour pouvoir se faire. Ce sont des transformations endothermiques. L'exemple le plus simple est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Eh bien, il faut apporter de l'énergie, il faut faire chauffer l'eau des pâtes pour qu'elle se mette à bouillir. Question importante, combien ça coûte ? Eh bien, chaque espèce chimique, l'eau, le dioxygène, le méthane, l'acétone, bref, n'importe quelle espèce chimique, a besoin d'une énergie spécifique pour changer d'état. Cette valeur lui est propre et c'est donc une de ses caractéristiques, une caractéristique physique. Eh bien, cette grandeur, c'est ce que l'on appelle la chaleur latente. Sa définition est simple, c'est l'énergie nécessaire pour faire changer d'état 1 kg de matière. Par exemple, la chaleur latente de fusion de l'eau est de 330 000 joules par kilogramme. 333 kJ par kilogramme. Cela signifie que si je veux faire passer 1 kg d'eau de l'état solide à l'état liquide, eh bien il faut que je fournisse 333 kJ. Donc pour 2 kg, 666 kJ, etc. Vous aurez donc compris que les chaleurs latentes pour passer de l'état solide à liquide, liquide à gazeux ou solide à gazeux seront positives, alors que les chaleurs latentes dans l'autre sens seront négatives. Cela va permettre de confirmer le caractère endothermique ou exothermique des transformations. Et surtout, cela va permettre de calculer l'énergie nécessaire pour transformer une quantité de matière bien précise. Si la chaleur latente massique est l'énergie nécessaire pour transformer 1 kg de matière, bien si je connais la masse totale de mon échantillon, il suffira de multiplier par la masse. Ainsi, la chaleur échangée lors d'un changement d'état, Q, va être égale à M, la masse de la matière qui change d'état, fois L, sa chaleur latente de changement d'état correspondant. Prenons un exemple. Si j'ai 3,0 kg de glace et que je veux les faire passer totalement à l'état liquide, eh bien je vais les mettre à chauffer, mais dans ce cas-là, ça me coûte de l'énergie. La question c'est combien d'énergie ça va me coûter. Eh bien sachant que j'ai 3,0 kg de glace et que la chaleur latente de fusion, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état liquide, est de 333 x 10 puissance 3 joules par kilogramme, à ce moment-là, je vais avoir 3,0 x 333 x 10 puissance 3 pour obtenir 999 x 10 puissance 3 joules ou encore 999 kJ. Donc pour transformer les 3 kg de glace en eau liquide, eh bien, il faut fournir 999 kJ, soit presque 1 mégajoule. Bref, encore une fois, ce n'est qu'une histoire de proportionnalité. Bien voilà, j'espère que tu as bien compris cette histoire de changement d'état et surtout d'énergie échangée, c'est ça qui est très important dans ce chapitre. On se retrouve très bientôt pour voir comment est-ce que des mélanges, eux aussi, échangent de l'énergie.